Quel est le point commun entre Eva Longoria et Mike Tyson? C'est Laurent Pionce. À la tête du Festival de la télévision et de Sportel, c'est lui qui fait venir en principauté les plus grandes stars du petit écran et du sport. Cancre à l'école, bagarreur en dehors, mais toujours fidèle à ses amis et ses principes, cet ancien boxeur doit son ascension à la force de son poignet et à des mains tendues. L'autodidacte sait prendre des risques, tout ce qu'il fait, il le fait à fond, mais il sait aussi se remettre en question. Président de la Fédération monégasque de boxe, vice-président de Monaco Mediax, ce challenger dirige une équipe de 40 personnes qui se battent pour le rayonnement de la principauté à l'étranger. Du ring au tapis rouge, Laurent Pionce est notre invité ce soir à la Vigie. La Vigie, bonjour. Oui, bonjour, Laurent Pionce. Bien sûr, monsieur Pionce. Je vous ouvre le portail tout de suite et on vous attend tout en haut à la villa. Monsieur Pionce, bienvenue à la villa Merci. La Vigie. Bonjour. Bonjour. Nous allons donc rejoindre Yann Anthony. Bonjour Laurent Pionce. Bonjour. Comment allez-vous? Comment va? Vous allez bien? Ça va bien. Merci d'être avec nous. C'est mon plaisir. Vous avez déjà organisé des événements dans le cadre du Festival de la télévision ou Ici du à la Sportel Vigie. ici à la Vigie? Non, on avait essayé il y a quelques temps. Mais on va peut-être insister à nouveau parce que c'est vraiment Peut-être idyllique. négocier avec Dirk. Hein? Moi, je ne idyllique, suis hein. malheureusement pas la clé de ce marché-là. Donc, Mais c'est très, mais très ça beau. serait avec Ça vaut la plaisir, peine. bien Ouais. sûr. Par contre, une soirée pour les 60 ans du festival, ça peut le faire effectivement. C'est magnifique. Bon, ça a dû être un crève-cœur quand même pour vous d'annuler le 60e Festival de la télévision cette année. C'est certain parce qu'on avait quand même un très très beau contenu qui était déjà mis en place. On avait un film d'ouverture, on avait pas mal de confirmations, on avait une compétition qui prenait une nouvelle dimension. Bon, mais c'est que partie remise. Je pense que l'an prochain, on aura encore plus de temps pour travailler sur l'événement et on fera un événement encore plus important. Ce sera le 61e ou le 60e Toujours encore 60e, on fera l'anniversaire 60e. en 2021. Ouais. Je vous en prie Laurent. Donc voilà, le ring du jour. Pas mal, original. Vous étiez bagarreur. Alors on m'a dit, Laurent Pionce, gamin, c'était pas un voyou, mais une teigne, un bagarreur. Oui, c'est vrai, j'étais turbulent, j'étais bagarreur, et ça c'est vrai. Bah, c'est la raison pour laquelle j'ai fini un peu dans la boxe. Mais bagarreur quoi, dans les rues de Monaco? Oui, mais c'était pas les rues de maintenant. Hein. Moi j'ai connu Monaco il y a 40 ans de ça, parce que j'ai 52 ans, je vais faire 52 ans. Moi j'ai joué au foot dans les rues de Monaco. Mes parents ont un appartement à l'avenue de la Costa. Ouais. Donc il y a le Schunkill en face. On jouait au football avec mon frère dans cette rue, dans cette descente. Il devait y avoir une voiture toutes les heures, toutes les 2 heures. D'accord. Et quand on était plusieurs, on faisait nos tournois de foot. C'est qu'il y a l'école de danse Princesse Grasse, en bas dans le virage. On faisait des petits tournois de foot là, il n'y avait pas de voiture. J'ai fait des cabanes en principauté de Monaco. Ah bon? Ouais, il y avait l'ancien pont Saint-Dévote. C'est une anecdote, il y avait le pont Saint-Dévote qui était encore l'ancien pont Saint-Dévote en pierre. Et nous, on avait notre terrain de jeu aussi. Là, on faisait nos cabanes, on jouait au foot, je me souviens plus, j'avais 12-14 ans à l'époque. Hein. Mais c'était notre terrain de jeu, le pont Saint-Dévote, où aujourd'hui il y a la voie rapide qui est régulièrement empruntée par des milliers d'automobilistes. Ce fameux pont, Sainte-Dévote. Vous en êtes servi comme un pont de singe. Ah, j'en suis vraiment pas fier aujourd'hui, hein, parce que j'ai fait, je pense, une des peurs de sa vie à mon père. Et si ma mémoire est bonne, il y a un groupe de, je sais plus, de Beau Soleil ou de Roquebrune qui ont débarqué au Champagne et tout. Ah, on fait les choses bien, hein, Dirk. Nous essayons. Du moins. Merci beaucoup, monsieur. Nous essayons. Merci Messieurs. beaucoup. Merci. Attention, c'est un défi, un cul sec. Hein. Non, on commence pas comme ça. Incapable de résister à un défi lancé.
Ouais, c'est vrai. Et c'est ça l'histoire du Pont Sainte-Dévote. Donc, c'est des jeunes, je ne sais plus d'où, qui avaient notre âge, pendant entre 12 et 14 ans, comme nous. Et ils sont arrivés, donc on prend le terrain, c'est nous qui jouons sur le Pont Sainte-Dévote. Je dis non, c'est nous qui sommes là depuis des mois et des mois, c'est à nous, le truc de gamin d'époque. Hein. Donc territorial. Ouais, c'était territorial. Et à un moment, bon, heureusement, cette fois-ci, on ne s'est pas battu. Et je sais plus, un des gars me lance, me dit, ouais, mais bon, c'est facile, mais celui qui en a le plus, il garde le terrain. Moi, j'ai fait, bon, ok, ben voilà, on enjambe le pont, et on passe de cette barrière, de ce pylône-là à ce pylône-là, derrière le pont. Et Moyan, il me fait, tu commences. J'ai fait, bien sûr que je commence. Là, le vide... Ah, c'est haut. Hein. Mais je répète, j'en ai encore l'angoisse quand j'en parle aujourd'hui, parce que bon, j'avais 12 ans, donc je ne calculais pas, j'étais inconscient complet, mais j'imagine mon père, quoi. J'imagine mon père, moi je ne veux même pas penser un seul instant que je pourrais avoir un enfant qui me fasse un truc comme ça. Vous avez une fille, hein, J'ai une fille, ouais. J'ai une fille à moi et mon épouse, et elle a 2 enfants d'un premier mariage que je considère comme mes enfants également. D'accord. Et eux, si vous avez fait ça... Pareil, je ne veux même pas y penser. Ouais. Et je ne peux même pas penser un seul instant qu'ils puissent faire ce que j'ai fait. Je ne le souhaite pas et je ne veux même pas y penser, très sincèrement. Donc j'enjambe et je fais la traversée. Et en bas, le curé, parce que c'était funny, parce qu'il y avait j'étais enfant de chœur. Ça a fait rire, mais j'étais enfant de chœur. D'accord. Et le curé donc, m'a reconnu, puisqu'on était toujours fourrés là, entre guillemets, on était toujours là. Hein. Mais reconnu pendant que vous étiez pendu? Ouais, pendant que j'étais au-dessus de la barre. Hein. Il n'y a que lui pour faire ça, parce qu'il me connaissait. C'était l'abbé Grassi, il me connaissait quand même bien. Hein. Et il appelait mon père. Et mon père était je sais plus, qu'il a dû avoir le sang qui a dû tourner 10 fois, 20 fois. Et bon, je suis pas tombé, donc je m'en suis sorti. Et je lui ai dit, ben alors vas-y. Et il n'est pas allé, donc je lui ai dit, vous partez, vous nous laissez le pont. Et ils sont partis. Ça s'est terminé comme ça, cette fois-ci. Ouais. Mais je ne recommencerai pas, attention. J'espère. Bon alors enfant, à part être trapéziste, vous rêviez de faire quoi plus tard? Parce qu'on ne rêve pas de devenir patron du festival de la télévision, non. même si c'est un job de rêve, ouais. Mais on n'y pense pas. Non, vous pensiez à quoi? Entre 8 et 15 ans, 16 ans, mon rêve, moi je rêvais de liberté. Et donc je me voyais soit cow-boy, soit berger. Alors cow-boy, quand je me suis dit, bon les cow-boys c'est aux États-Unis, donc ça va être un peu compliqué parce que j'étais très, très proche de ma famille, donc je ne me voyais pas partir aux USA, garder les troupeaux sur un quaterhorse, c'était un peu plus compliqué. Par contre, berger, c'était possible. Parce qu'il y avait Gorbio, quand j'avais parti en balade, je voyais des bergers à Gorbio, je me dis ça c'est bien. Et je me voyais avec mon chien, allongé avec moi dans les prés, dans des vastes pâturages, des centaines de moutons. Vous écoutiez quoi comme musique à cette époque-là? J'ai eu une grosse période Renaud, aux grandes dames de mon père d'ailleurs. Parce que bon, Renaud, c'est pas la peine que Renaud s'échange, je le présente pas, c'était l'anarchiste. Un peu anarchiste. Un peu anarchiste. D'ailleurs, j'avais le foulard rouge. Mon père il me disait, mais tu peux pas me garder ça, enlève ça. Parce que mon père était fonctionnaire de police. Hein. Donc il me disait toujours, j'en ai marre de l'homme, il me dit toujours, j'en ai marre de l'homme au foulard rouge. On ne parle que de ça, enlève-le ce foulard rouge. Donc voilà, et c'est vrai que j'étais un petit peu en marge, mais comme beaucoup de jeunes. Hein, mais votre père, il était policier. D'ailleurs, il y a cette carte postale magnifique de lui sur le rocher avec sa moto. Mais ça a été aussi un des premiers gardes du corps du prince Régnier. Oui, c'est exact, c'est tout à fait. Mon père a été un des premiers au garde du corps, donc je ne sais pas si à l'époque ça s'appelait le groupe de sécurité. Hein. Mais il était donc garde du corps du prince, je pense aussi avec le prince Albert, mais en premier avec le prince Régnier. Et je l'ai toujours entendu dire, et ça m'a marqué, j'ai toujours entendu dire quand il parlait, soit avec ma mère, soit avec des amis à lui, hein, je donnerai ma vie pour le prince Régnier. C'est-à-dire que s'il y a une balle à prendre, je la prends. Voilà. Et il m'a toujours élevé avec cette mentalité, tout ce qu'on a aujourd'hui en principauté de Monaco, mon fils, c'est grâce à la famille princière. Ne l'oublie jamais. Bon, je ne dis pas qu'il me l'a martelé au quotidien, pas du tout. Mais ça vous a marqué. Mais ça m'a marqué, parce que c'est la vérité. Il faut être lucide. Aujourd'hui, si on a tout ce que l'on a aujourd'hui en principauté de Monaco, c'est grâce à la famille princière. Comme je dis, d'ailleurs, je dis à ma fille, hein, le matin quand tu te lèves, tu peux embrasser le sol monégasque. Je dis, quand j'ai été accueilli, on m'a dit, oh, il fait beau, c'est magnifique. Je dis, oui, de toute façon, ici en principauté de Monaco, on ne peut pas se plaindre. Je le pense, on ne peut pas se plaindre. Vous vous plaignez jamais? Non. Vous trouvez qu'il y a des gens qui se plaignent trop? Qu'est-ce qui peut être gênant? Qu'est-ce qu'on peut reprocher?
quand on a la chance de vivre en Principauté de Monaco. Je ne parle même pas d'être monégasque, ça c'est encore autre chose. Mais de pouvoir vivre en Principauté de Monaco, je pense que c'est une aubaine. Donc dans les rues de Monaco, vous vous bagarrez quand vous êtes gamin. Ouais, à l'école, souvent à l'école. Hein. Et votre père, qui à un moment donné n'en peut plus, il dit « Laurent, arrête de te battre, ou si tu veux te battre, voilà, va se battre sur un ring. Voilà. va faire de la boxe. » Il me dit exactement ça. Je me battais régulièrement en cours, dans les cours de récréation, pour rien. Hein. Pour rien. Un regard, une bêtise. Enfin, j'aimais ça, donc j'attendais que ça, en fin de compte. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous battre tout le temps? Vous avez quelque chose à prouver? Non, c'est parce que c'était... je me laissais jamais faire. J'ai pris beaucoup de coups quand j'étais gamin. Hein, parce que je choisissais pas le petit Oulinet premier de la classe. Ne pas se laisser faire, ça veut dire réagir à la provocation et tout de suite frapper. Je supportais pas. Mais là, vous cherchiez ça. Ah non, je cherchais pas. Je cherchais pas. Vous aimiez ça, vous l'avez J'aimais, dit. donc je n'évitais pas. Ah oui, c'est Voilà. ça. Mais par contre, je ne cherchais pas. Et souvent, je me suis battu pour mon frère, des amis, parce que voilà, c'est eux qui cherchaient, c'est moi qui me battais. D'accord, c'est pratique. Voilà, c'est pratique. C'est bien d'en avoir un comme ça dans la bande. Ouais. Mais bon, je disais, j'ai quand même pris beaucoup de coups, hein, parce que je n'identifiais pas le petit. C'était n'importe qui pouvait... Je ne supportais pas l'inégalité. Ouais. Quand je voyais un gars qui était en train de se faire malmener par deux gars, je ne pouvais pas rester sans réagir. Et ça, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, ma hantise, c'est ça, c'est que de rencontrer quelqu'un qui est en train d'agresser une autre personne dans la rue. Je ne peux pas tourner la tête, moi, c'est pas possible, ça. Alors la boxe, champion de France universitaire quand même. Oui, c'est exact. Ouais. Oui, ben, j'ai commencé, donc quand mon père m'a dit ça, je dois avoir 16-17 ans. Alors, je vais boxer pour Beau Soleil. Je pousse la porte de la salle et c'est vrai que je suis pris tout de suite par le virus. Ouais. Dessus, j'ai été sérieux, j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais, j'ai commencé à m'entraîner. L'entraîneur, il a repéré que j'avais quelques qualités. Et au bout de 6 mois, j'ai fait champion de France junior. Donc là, je perds en finale. En plus, sur un coup, je me suis fait esquinter, mis un coup de coude derrière la nuque. J'ai dû faire des scanners et tout. Puis bon, finalement, ça s'est bien passé. J'ai continué, j'ai fait 2-3 ans amateur. C'est un très beau sport à l'entraînement. Très beau sport, l'entraînement est très très bon. Après, la compétition, faut savoir s'arrêter à temps. C'est comme tout, je pense que c'est comme tout. Donc vous êtes passé pro? Je suis passé pro, oui, très jeune, j'avais 20 ans. J'ai fait 2 saisons pro, j'ai fait 12 combats professionnels, j'ai 4 défaites. Et j'ai arrêté sur une défaite où j'ai pris vraiment pas beaucoup de coups, mais je crois que je vais sur les 6 rounds que le combat dure, je crois que je vais peut-être 6 ou 7 fois au tapis. Chaque fois qu'il mettait une droite, je tombais, je me relevais, je tombais. Et j'ai carrément oublié le combat. Parce que je me souviens dans les vestiaires, c'est une des rares choses dont je me souviens, c'est dans le vestiaire, je fais l'entraîneur, je dis bon, on y va. Il me fait non, on y est déjà allé, tu t'assois, bon. Et voilà. Et après, je suis plus retourné, j'ai arrêté, je suis passé à autre chose et voilà. Vous avez fait des études? BTS de comptabilité. Vous étiez un bon élève? Non, très mauvais. Ouais. Non, très très mauvais. Non. J'étais pas. Donc bagarreur, à moitié inconscient. Mauvais élève. Ouais, mauvais élève. Pas mauvais élève, parce que bon, si je voulais, je pense que j'aurais pu. Mais j'aimais pas. Ça me plaisait pas. Mais il n'y a aucun prof qui a su vous inspirer? Ah non, ça c'est différent. Oui, effectivement, oui. Oui, j'aimais la... Oui, il n'y a aucun prof qui a su trouver les mots? Oui, ma femme a trouvé les mots. Oui, effectivement, donc j'ai rencontré ma femme actuelle, donc ça fait 30 ans, ouais. Sur les bancs de l'école. Oui, mais elle n'était pas sur les bancs. Non, elle était de l'autre côté du bureau. Ouais. J'étais majeur. Hein. D'accord. Voilà. Et vacciné? Et vacciné. Et vacciné, ouais. C'est votre petit point commun avec Emmanuel Macron, ça? Oui, on peut le voir comme ça. Ouais. On peut le voir comme ça. Mais la différence d'âge est moindre quand même. Elle est moindre, je pense. Elle est moindre. Oui, moi j'ai 10 ans d'écart. Oui, non, 10 ans. 10 ans. D'accord. Donc, en attendant, là, les sports, donc vous êtes très sportif, vous faites de la boxe, c'est quand même pas des sports collectifs, ça? Non, parce que même si, là aujourd'hui, pour des problèmes d'épaule, je fais plus de boxe, je m'entraîne plus, parce que les combats, j'en fais plus, bien entendu, ni des mises de gants. Hein. Je préfère les sports individuels. J'ai fait beaucoup de trail, je fais des Spartans. Et là, maintenant, je me prépare doucement, parce que j'ai eu une grosse opération de l'épaule il y a 3 mois de ça. Je me prépare, j'aimerais faire... mon but, c'est de faire un Ironman. Pourquoi des sports individuels? Parce que si tu gagnes, c'est toi qui gagnes. Et quand tu perds, c'est ta responsabilité, c'est toi qui as perdu. C'est pas la faute de 10 autres joueurs ou de...
Ça, c'est dans mon tempérament. Voilà, c'est la responsabilité, c'est moi, c'est pas un autre. Et dans le boulot, vous aviez envie de gagner? Ouais, dans le boulot, j'ai envie de gagner. Ouais. Vous êtes rentré, donc vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes rentré au gouvernement? Ouais. Ben, je suis rentré au gouvernement. Garçon de bureau? Garçon de bureau, ouais, c'est exact. Ouais. Donc là, c'est quoi? C'est distribuer le courrier? Oui, je distribuais le courrier dans les différents départements. Parce que je ne voulais pas travailler au début, je voulais boxer uniquement. Et mon père me disait, mais tu ne veux pas te marier chômeur, c'est pas possible, il faut que tu trouves un boulot. Donc je suis rentré au gouvernement, parce que mon épouse était monégasque, donc j'ai eu une place de coursier, ou garçon de bureau, je ne sais plus comment ils appelaient ça exactement à l'époque. Et j'ai fait ça pendant quelques mois. Et après, j'ai eu la chance donc, de rentrer à la fonction publique et de rencontrer des gars super. Gérard Scorsolio, Bernard Milanesio, Daniel Realini. C'était la direction, ils m'ont appris énormément de choses. Ils vous ont pris sous leur aile? Ils m'ont enseigné beaucoup de choses. Ouais. Vraiment, je suis resté 7 ans au gouvernement, j'ai un très bon souvenir. Qu'est-ce qui fait qu'on prend un garçon de bureau, un coursier sous son aile? Ils croyaient en vous, ils se sont dit, lui, on va en faire quelque chose? Ben, moi, j'ai montré aussi que j'en voulais. Hein. C'est-à-dire que j'ai pris mon... Donc après, il y a un gars qui était donc attaché à la fonction publique, il partait au jeu. Et je m'en souviens, donc Gérard Scorsolio, il me convoque dans son bureau, c'était l'adjoint au directeur de la fonction publique, il me dit, voilà, Laurent, j'ai cette place pour toi, par contre, tu n'es pas monégasque, je ne suis pas sûr de pouvoir te garder. Je dis, oh, moi je prends, c'est pas grave. Après, si je ne pouvais pas me garder, vous ne pouvez pas me garder, j'irai ailleurs. Et j'ai commencé à faire le travail, j'en ai fait plus que de raison. C'est-à-dire que je bossais, j'arrivais... Vous pas vos heures? Voilà, je ne comptais pas mes heures, je m'intéressais à tout. Et comme je dis toujours, et je le dis encore aujourd'hui, ce n'est pas le poste qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait le poste. Et j'ai fait énormément sur ce poste-là. Et ils ont dû se rendre compte que bon, finalement, il y avait un potentiel en moi intéressant. Et ils se sont battus pour me garder. Quand ils ont fait la vie de vacances d'emploi, donc bien entendu, à la fonction publique, il y a eu des monégasques qui ont postulé. Et moi, j'étais en poste. Donc les monégasques, ils ont eu d'autres opportunités de carrière par ailleurs. Et ils ont réussi à me garder sur ce poste-là. Mais quand on est dans la fonction publique, il faut quand même respecter des codes, respecter des horaires, une hiérarchie. Oui. Ah oui, non, mais là, je la respectais. Oui? Oui, c'est-à-dire, non, là, bien sûr, là, je respectais les horaires, parce que j'étais très intéressé par ce que je faisais. Donc, le matin, c'était 8h30, j'arrivais à 8h30, c'était midi, 14h30 et 18h30, par exemple, je crois que c'était ça, les horaires. Je faisais mes horaires, mais j'ai eu une chance, c'est que j'ai toujours aimé ce que j'ai fait. Tous les jobs que j'ai eus, même, je dis, même au gouvernement, j'ai aimé ce que j'ai fait. C'était très intéressant ce que je faisais. Je travaillais avec des gens très intéressants. Et j'ai aimé mon boulot pendant les 7 ans. Et parfois, il faut avaler des couleuvres. Oui, ça oui, au gouvernement, oui. Et alors? Eh bien, j'avalais des couleuvres. Et d'ailleurs, je me souviens, mon patron de l'époque, donc Daniel Realini, un jour, je monte le voir, et ce que j'aimais bien, c'est qu'on avait des discussions très franches avec lui. On pouvait se prendre bien la tête. Et je dis, ouais, mais chef, c'est pas normal, ça. Il me dit, Lorenzo, assieds-toi. Et vous appelez Lorenzo? Il m'appelait Lorenzo. Il fait, Lorenzo, assieds-toi. Il me dit, tu vois, moi, quand je suis rentré dans l'administration, j'étais comme toi. Je me disais, j'avalerai jamais une couleuvre. Il me dit, aujourd'hui, j'avalais des boas. Alors, l'administration, ça a duré quoi? 7 ans. 7 ans? Ouais, 7 ans. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, donc, dans les derniers mois, j'étais chargé, entre autres, de trouver un adjoint pour David Tomatis, qui était donc le vice-président délégué, donc le CEO de Monaco Mediax. Et je connaissais David de la salle de sport. Qui est aujourd'hui membre du cabinet, du Prince, ouais, tout à fait. en charge notamment de la communication. En charge de la communication et qui était également dans mon conseil d'administration. Donc il me dit, ouais, il faudrait qu'on trouve quelqu'un, regarde un peu, fais-moi des propositions. Donc chaque fois que je lui proposais un nom, il me dit, non, ça ne convient pas, c'est pas ça. Et ça a duré, je ne sais pas, peut-être un mois et demi. Et puis un jour, on sort tous les deux de la salle de sport. Je m'en souviens toujours. Hein. Et en sortant, il me fait, avec son sourire, il me fait, et toi, ça ne t'intéresse pas? Et moi, je le regarde, je lui dis, ouais, mais moi, je ne suis pas monégasque, et l'anglais, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Ah, il fallait être monégasque et parler anglais? Non, justement, lui, il me fait, non, mais c'est pas... C'est vrai que là, vous pensiez? Voilà, c'est ce que je pensais. Et c'est vrai que dans les noms que je lui proposais des fonctionnaires qui avaient déjà un certain grade, qui étaient quand même... Le but, c'était quand même de le seconder, quoi, d'être son adjoint. Donc, il fallait quand même quelqu'un de bien. Et c'est vrai, peut-être à cette époque-là, je ne pensais pas à moi. Et donc, il me dit, non, mais ça, c'est pas grave. Il me dit, réfléchis. Il me fait, on déjeune ensemble. Je suis allé, OK. C'est vrai que je me suis dit, bon, de toute façon, aujourd'hui, dans l'administration, je pense que de par ma nationalité, c'est un peu bouché.
Parce que sans être monégasque, je pense qu'on n'aurait pas pu, même si je me défonçais, on n'aurait pas pu me donner un poste de chef de service ou de directeur, ce qui est tout à fait normal, ce que je comprenais. Alors que là, il y a peut-être aussi une nouvelle opportunité, et puis peut-être que le privé me convenait mieux. Et je prends la décision. Je dis OK, allez, banco. Donc je commence. Et les 6 premiers mois, c'était très difficile. Ah bon? Ouais, c'était très dur parce que c'était un changement radical. Et puis après, bon, c'est venu, doucement, petit à petit. Puis bon, j'ai eu la chance que Monaco Média rachète Imagina. Et David m'a fait confiance. Il m'a dit, voilà, tu gères Imagina, tu prends Imagina, tu vois, l'objectif, c'est ça. C'est une manifestation qui coûtait énormément d'argent. C'était une manifestation auparavant qui était organisée. Déficitaire. Qui était, oui, déficitaire, énormément. Et David m'a dit, ben, tiens, regarde un peu cette manifestation. Voilà, ben là, ouais, je me suis mis à fond. Voilà, donc c'était très compliqué parce qu'il y avait des... Vous aimez bien les challenges, hein? Ouais, j'adore. Ouais. Ouais. Mais là, c'était compliqué. D'ailleurs, souvent, les gens me disaient, mais tu vas te casser les dents dessus, laisse tomber, tu n'arriveras jamais à la redresser, c'est pas possible. Ben, finalement, on fait une dernière année en 2011 ou 2012, je ne sais plus exactement, où on arrive carrément à l'équilibre. Mais entre-temps, je suis passé de la 3D dans le secteur du jeu vidéo, du cinéma et de la publicité, dans l'application métier. C'est-à-dire que c'était la 3D dans l'architecture, l'aménagement du territoire, et même la dentisterie. Donc j'ai vraiment fait évoluer la manifestation. Je suis pas resté. Si j'étais resté sur le format et le concept de 2000, quand j'ai pris la manifestation, on aurait arrêté nettement avant, quoi. D'accord. Voilà, ça. Et c'est ça qui m'a plu, justement. Ce qui me plaisait, c'est de me remettre en question, de chercher de nouvelles solutions, de développer l'événement. Et bon, voilà, on est arrivé à un certain format de manifestation qui je pense, pourrait être payant. Mais bon, après, voilà, David partant. C'est ça, parce qu'ensuite, David Tomatis a été appelé par le souverain pour travailler avec lui au palais. Ouais. Et là, le numéro 2 devient le numéro 1. Alors oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc finalement, David part en novembre 2011. Et donc je le remplace en 2011. Et là, c'est vrai que c'était compliqué pour moi de gérer le festival, Sportel, Imagina. Puis j'avais lancé une autre manifestation, Wima, donc il fallait faire des choix. Et Imagina n'avait pas vraiment un potentiel de développement important. Et donc on arrête Imagina, et cela m'a permis de me concentrer dans un premier temps sur le festival, sur Sportel. Voilà, et de continuer à développer ces manifestations pour en faire ce qu'elles sont aujourd'hui. C'était un coup dur, là, on l'évoquait tout à l'heure sur la terrasse, annuler la 60e édition du festival de télévision à cause de la Covid. Mais vous ne l'avez pas annulé tout de suite, hein? Non. Vous avez mis du temps, hein? Ouais. Oui, c'était stratégique dans le sens où, bon, je me doutais bien que ça allait être très compliqué. Parce que j'étais sur Sportel, donc Miami, en début mars, et on a senti vraiment le Covid arriver. C'est-à-dire que jusqu'au 25, 26, 27 février, on recevait un mail ou 2 par jour. Est-ce que vous annulez la manifestation? Quelles mesures sont mises en place pour lutter contre le Covid? Donc on répondait. Puis on a commencé à voir un Asiatique annuler son stand. On a commencé à avoir des participants qui ont annulé leur participation. Et début mars, donc quand on a ouvert le Sportel, là on était... voilà. C'était une manifestation, même si c'est à Miami, c'est quand même une manifestation internationale. On regroupe plusieurs pays européens, asiatiques, américains. Et là on s'est rendu compte que, je me suis rendu compte que le problème n'était pas mineur. Parce que si des boîtes empêchent leur personnel de voyager, c'est pas pour rien. Donc on a fait le Sportel à Miami, ça s'est pas trop mal passé, d'ailleurs on est passé limite. Je prends l'avion, je rentre à Monaco, et le lundi je mets tout le monde en confinement. Avant que la décision soit prise, je mets tout le monde en télétravail, et après voilà, ça a continué à ce que la situation dont on est aujourd'hui. Bon, de toute façon, vous ne fêtiez pas le 60e anniversaire pour la 60e année du festival, c'était la 60e édition. Ouais. Donc, c'est partie remise. C'est partie remise, voilà, exact. Ce sera une belle fête. On fera ça représente quoi aujourd'hui le festival de la télévision? C'est un festival parmi d'autres dans le monde, ou bien c'est le festival? Moi je dirais que je dirais sans aucune prétention que c'est le festival. D'ailleurs, quand on rencontre Et qui vous le dit, ça? Justement, les studios américains, quand on va à Londres, les gens nous disent très clairement, aujourd'hui, c'est l'événement, c'est le festival le plus important pour nous en Europe, c'est le festival sur lequel on veut venir. Pour les séries?
pour les séries, les films, tous les contenus qui sont liés à la télévision, aux tablettes aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi l'arrivée des Netflix, donc des plateformes digitales. Bien sûr. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'est le futur. Mais ils viennent pour faire quoi à Monaco? Parce que ce n'est pas un marché. Non, ce n'est pas un marché. Ce n'est pas là. Alors, il y a peut-être quelques deals sur le côté, Ouais. mais ce n'est pas là que les contrats se font, que les chaînes achètent. Non. Quoique, par le passé, Il y avait un marché. Tout à fait. il y avait un marché. Ouais. Il y avait un marché. Dallas, par exemple, a été acheté par TF1 Au festival, oui. au festival. Ouais. Alors, mais ça, c'était déjà à l'époque du festival, c'était en 2014. Parce qu'on avait fait le lancement de Dallas au festival de télévision. Je rappelle quand même que le festival de télévision, depuis une vingtaine d'années, a lancé les plus grosses séries. Desperate Housewives, Game of Thrones, pardon. Tout ça, ça a été lancé, les avant-premières au Desperate festival. Housewives et Game of Thrones Oui, Game of Thrones, c'est lancé au festival, Lost, toutes les grosses séries. D'accord, en avant-première mondiale. Ouais, en avant-première mondiale, ouais. Les lancements officiels en Principauté de Monaco durant le festival. Game of Thrones, on l'a fait en 2011. Bon, après, au fil des années, il a pris l'autre. Alors, qui vient à ce festival? Ce Bah, sont les producteurs, les acteurs? Oui, c'est ça, c'est Parce que ce qu'on voit quand on regarde Monaco Matin, Ouais. quand on lit Monaco Matin, ok, on voit qu'il y a Eva Longoria avec quelques centaines de fans qui demandent des autographes. Mais c'est pas ça votre cœur. Non, non, c'est certain. Mais bon, le Nice Matin ou Monaco Info, c'est une chaîne publique. C'est Oui. pour le public, donc c'est le contenu qu'il faut présenter. D'accord. Par contre, bon, le festival, en quelques mots, c'est devenu donc au fil des années une plateforme de communication et de promotion pour tous les studios, chaînes de télévision, les plateformes digitales. Ils viennent sur la manifestation en Principauté de Monaco. Ils communiquent sur leur contenu, leurs acteurs, actrices, auprès des médias, puisqu'on on accueille plus de 250 médias chaque année, et du public, puisqu'on Du monde entier du ou monde entier. particulièrement Du monde entier. européen, Bon, c'est américain? fortement européen, D'accord. mais on a des télévisions américaines, on a non, je peux dire du monde entier, mais une grosse partie européenne. Et également auprès du public, puisque nous organisons au travers la semaine du festival, les 5 jours du festival, plus de 20 à 25 événements publics. Donc on a des gens qui viennent au festival, qui viennent du monde entier. Des fans qui viennent du monde entier, mais je ne plaisante pas. Il y a des Canadiens, des Belges, des Américains qui viennent chaque année au Festival de télévision pour prendre des photos, pour être aux barrières, pour participer aux soirées. On les a chaque année. Donc ça, c'est intéressant, c'est bon à savoir, ça prouve qu'on est dans la bonne voie. Après, le festival, c'est surtout une compétition. Avec la fameuse nymphe d'or. Nymphe d'or, tout à fait. Et nous avons d'ailleurs mis en place une grosse réforme de la compétition cette année, pour la 60e édition, qui malheureusement n'a pas pu aboutir. Mais sur la sélection officielle de 9 programmes, il y en avait 7 qui étaient des avant-premières mondiales. C'est-à-dire que, outre le film d'ouverture, le public, les professionnels, les gens de Monaco, tous nos invités auraient pu assister à 7 tapis rouges avec des avant-premières mondiales émanant de différents pays. Et là, vous faites une sélection ou comment ça se passe? Ou bien ce sont les studios qui vous appellent en disant voilà, on a ça, ça va être énorme, et c'est chez vous qu'on sort en premier? Alors, alors pour la compétition, on a des comités de présélection. On a 2 niveaux de comités de présélection. Et ils prospectent un petit peu tout ce qui se fait de mieux dans la production, même sur les plateformes digitales. Hein. Et ils font une première sélection. C'est la première présélection. Après, il y a un deuxième niveau. On a un comité de présélection de deuxième niveau qui fait la sélection finale. Et qui, suite à l'accord que m'a donné le souverain pour le nouveau modèle de compétition, on sélectionne 9 programmes. C'est le prince, c'est votre président qui Je ne discute. Alors, qui valide tout ça. Toutes les décisions stratégiques, je ne vais pas le déranger pour rien bien entendu, mais toutes les décisions stratégiques, j'en discute avec lui et je fais ce qu'il me dit. D'accord. On discute, attention, on discute. Hein, on discute, hein, mais bon, il m'a toujours suivi. Mais vous êtes sur un super créneau, réellement, Ouais, parce que les séries, la télévision, je veux dire, aujourd'hui, les séries ont quasiment détrôné le cinéma. Ouais, je sais. Ça, je le dis depuis 5-6 ans. Je veux dire, maintenant, on a l'impression que les studios injectent plus d'argent. Les grands acteurs, ils préfèrent signer pour une série qu'un grand film. Ouais. Alors qu'avant, même il y a 10-15 ans, la télé, c'était un peu ringard. Je veux dire, c'était les meilleurs, ils n'allaient pas faire de la télé. Non. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'une série peut nous rendre addicts, ce qui n'est pas le cas d'un film de cinéma. Oui, moi j'ai adoré les Armes fatales. C'est vrai qu'on attendait les Rocky Balboa, tout ça. Il y a eu des suites, donc c'était mais addict comme une série, vous attendez la sortie. Quand on voit que des fois que pour Game of Thrones ou The Walking Dead, mais les gens attendent la sortie de la nouvelle saison comme le Messie. Et ça, un film de cinéma ne peut pas vous mettre dans cet état-là.
il y a des communautés de fans sur des séries qu'il n'y a pas sur des films de cinéma. Et après, le coup de génie, c'est d'avoir sorti les saisons d'un coup. Ouais. Et c'est incontournable, c'est certain. C'est en plus, comme l'arrivée des réseaux sociaux nous ont permis de communiquer dans des conditions optimales. Les pages Facebook, Instagram, ça nous permet de communiquer sur nos événements de façon beaucoup plus directe auprès des fans que ce qu'on pouvait le faire auparavant par un média papier. En attendant, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Non. Parce que là, on se rend compte que les séries, ça marche. Cannes se dit, il y a une opportunité. Cannes qui a déjà le festival du film, qui a le MIP TV, le MIPCOM, et qui se dit, tiens, on va lancer le Cannes Série. Et là, Laurent Pionce décroche son téléphone et parle avec Monaco Matin. Donc pire. Pire. Monaco Matin est venu m'interviewer au bureau. Ouais. Voilà. Et c'est normal, c'était un sujet important. Laurent Pionce, que pensez-vous de l'arrivée de Cannes? Voilà, et Laurent Pionce, il a pas beaucoup réfléchi. Non. Il a parlé avec son cœur. D'accord. Et Bon, on va pas se faire bouffer, on va pas se laisser avoir. Non, voilà. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, on va se battre. Voilà, on va se battre. En gros, c'est ça, ouais, tout à fait. C'est ça. Je dis voilà, exactement ça, oui, c'est très bien résumé. Le maire de Cannes n'a pas pris la chose de la meilleure des façons. Surtout mon président d'honneur. Ah, Surtout mon président d'honneur, parce que justement, il avait un déjeuner avec le maire de Cannes. Et donc, sa secrétaire particulière, Madame Spril, m'appelle. Oui, bonjour Laurent, je peux vous passer le souverain? Je dis oui, bien sûr, je ne vais pas dire non. Hein. Et là, je me suis fait désintégrer au plus haut niveau de l'État. ça veut dire quoi désintégrer? Il m'a désintégré, il m'a dit tu te rends compte un peu dans la situation où je me trouve. Il avait raison, moi je m'étais, comme vous avez dit à juste titre, je ne vais pas me laisser faire, je vais me battre, ils n'auront pas la première place. Et ça, j'aurais peut-être pu le dire différemment, réfléchir différemment. Donc le souverain me dit voilà, je vois le maire de Cannes, comment ça va? Il n'était pas content, ce que je comprends complètement. Donc j'ai dit écoutez, monseigneur, je suis désolé de vous avoir mis dans une situation difficile, voire conflictuelle avec le maire de Cannes. Mais je lui dis, moi, je ne peux pas concevoir aujourd'hui, par respect par rapport à votre père et à vous, que quelqu'un lance une manifestation comme ça et vous prévienne après l'annonce officielle. C'était comme ça que c'était passé. D'ailleurs, si le maire de Cannes a prévenu le souverain, après l'annonce officielle, c'est parce que quelqu'un que vous avez reçu ici, avant, lors de la première émission, lui a dit « Tu devrais prévenir le souverain ». Fabrice Larue. Voilà, qui est un ami du maire de Cannes. D'accord. Et il lui a dit, tu devrais le prévenir, c'est normal, c'est au niveau protocole. Donc là, c'est le prince qui vous a mis KO. Ouais, là, il m'a désintégré. Ouais. Alors, mais bon, c'est bien parce qu'en sens, à la fin, quand moi je lui ai donné mes arguments pourquoi j'avais fait ça, et surtout j'ai dit, mais si c'est à refaire, je pense que je le referai parce que je peux pas. Il me dit, oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris, on en reparle. Il n'était pas content, hein, mais il m'a dit, on en reparle. Et donc maintenant, chaque fois que sa secrétaire m'appelle, il me dit, oui, bonjour Laurent, vous allez bien? Oui, ça va, je peux vous passer le souverain? Je me dis, oh mon Dieu. Alors quand je l'ai au téléphone, donc on discute de 3 choses, et puis il fait, ouf, je me sens bien, je crois que j'allais encore me faire désintégrer. Il fait, non, il me fait, c'est pas chaque fois. C'est arrivé, ça arrivera peut-être, mais c'est pas toutes les fois. Bon, Mike Tyson, vous l'avez rencontré pour le coup? Ouais, à Sportel. Il était venu quoi, pour le prix de l'autobiographie? C'est ça, ouais, pour l'autobiographie, il avait fait son bouquin. Ouais. Et on l'a invité à Sportel, justement en partenariat, en collaboration avec la SBM. Il avait présenté son one-man show à la SBM et nous, on avait pris en charge les billets d'avion, les chambres d'hôtel. Et on doit remettre donc le prix de la meilleure autobiographie à Mike Tyson. Et malheureusement, le souverain n'est pas là, parce que c'était bien entendu notre président d'honneur qui devait lui remettre. Donc, c'est moi qui dois le remettre. Et là? Là, c'est énorme. J'aime beaucoup ce que vous faites. Donc je lui dis, il monte sur scène, je lui remets le prix. Et puis quand on part après les bancs, je ne sais plus ce que je lui dis exactement à ce moment-là, et puis quand on part derrière faire les photos, je lui dis, tu sais, tu m'as fait veiller des nuits entières, et si malheureusement je m'endormais au début du combat, ouf, c'était terminé. J'avais tout raté. Et je me souviens, il a rigolé. Et puis ce qui m'a surpris, c'est qu'il a une petite voix.
Il n'a pas la voix qu'on voit du tueur qu'on peut voir sur les rings. Et il est d'une gentillesse. On faisait des photos, il me serrait contre lui. Il était là, il est vraiment sympa. Un ours. Ouais, c'est ça, un ours. Ouais. Ah, vous avez dit que vous offriez les billets d'avion. Ouais. Quand vous faites venir là c'est pour le Sportel, mais quand vous faites venir des stars internationales ou des grands sportifs, vous les rémunérez? Comment ça se passe? Non, ça on ne rémunère pas, parce que depuis toujours. Hein. Mais ça, c'est comme quand les autorités d'un pays disent « nous, on ne paye pas de rançon pour un otage ». C'est-à-dire que c'est un gros mensonge? Non, pas du tout, parce que moi, dans des mensonges, je n'en dirais pas. Non. Non, je suis très sincère, on n'a pas l'usage de payer des stars, ou même des sportifs. Ils viennent parce que c'est Monaco? Ils viennent parce que Monaco plaît, ça c'est certain. Parce qu'aujourd'hui, nos manifestations sont crédibles. Comme je l'ai dit au début, on a des manifestations qui ont évolué, qui sont devenues, je pourrais dire, incontournables pour la profession, tant au niveau de Sportel que du festival de télévision. Donc on prend en charge... Ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont être vus dans le monde entier. Ouais. Ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont se faire des bons contacts. Ils viennent parce qu'ils vont faire des ventes. Ils viennent juste pour se faire plaisir. Ils se disent... Faisons en sorte que ça se passe le vendredi, comme ça je peux enchaîner sur un week-end sympa à Monaco. C'est quoi, c'est quoi l'attrait pour... Nous, on passe, comme je l'ai dit au début, on passe par les studios. Ouais. Donc, c'est les studios qui gèrent le cast du film. Donc, ils viennent bosser. Ouais. Donc, ils ont, mettons, 1 jour et demi d'activité presse, une demi-journée d'événements publics, et les 2 autres jours où il reste, c'est du plaisir à Monaco. D'accord. Voilà, en gros. Par contre, on ne les rémunère pas. Parfois, les gens peuvent croire que Monaco, c'est un pays de cocagne. Ouais. Que Monaco, c'est une vache à lait. Ouais. Oui, ça, je l'ai eu. Ici, c'est nos limites. Oui, c'est ça. On la voit dans tout, même dans ma casquette boxe, je m'en rends compte également. Sur le festival, oui, on le rend compte. Mais bon, les gens comprennent aussi que ce n'est pas du tout le cas. Hein. Comme je disais en 2008, quand on a quand même eu une crise en 2008, je disais très clairement, attendez, la crise, elle s'est pas arrêtée aux frontières de Monaco. Il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est comme là, le Covid, il ne s'est pas arrêté aux frontières de Monaco. Même si Monaco l'a très bien géré, on ne s'est pas arrêté aux frontières de Monaco. Mais là, c'était pareil. Donc, on a communiqué beaucoup depuis des années et des années sur le fait que Monaco n'est pas cher du tout. Je voyage dans toutes les capitales d'Europe. Allez prendre une chambre d'hôtel, ou même quand vous allez à Londres, vous prenez un taxi de Heathrow jusqu'à un hôtel, vous en mettez... C'est très excessif. Les chambres d'hôtel à Londres, si vous voulez prendre l'équivalent d'un Monte Carlo Bay ou d'un Fairmont, c'est beaucoup plus cher que Monaco. Donc c'est pas vrai, Monaco n'est pas plus cher qu'ailleurs, mais les gens ont cette idée de paillettes, Monaco c'est de l'argent. Non, pas du tout. Même si c'est de l'argent, on n'est pas là pour le dépenser comme ça. Alors vous, que ce soit au Festival de la télévision ou du côté de Sportel, vous avez dû quand même resserrer les cordons de la bourse. J'ai pas eu le choix, puisqu'on a quand même eu une baisse de la subvention de 20% en 2012 ou 2013, je me souviens plus exactement où. Dans ces années-là. Vous dépendez d'une subvention du gouvernement? On est une association qui dépend du département des finances. On est une des rares, je crois, la seule association qui dépend du département des finances. Parce que notamment avec une manifestation comme Sportel, on gagne de l'argent. D'accord. Mais pas avec le festival de la télévision. Le festival, c'est une manifestation... Ça, c'est pour la promotion de l'image de Monaco. Monaco, c'est une manifestation culturelle. Voilà, donc c'est une vitrine pour la principauté de Monaco. Il y a des retombées presse dans le monde entier. Donc, de facto, on ne peut pas gagner d'argent. Mais par contre, mon but... Supérieur au coût? Les retombées presse? Oui, largement. Ça coûte combien le festival de la télévision? Et en retombées presse, quel est le ratio, quel est le rapport? Les retombées sont 7 fois plus importantes. 7 fois plus importantes? Ouais. On les avait fait chiffrer une année en retombées presse. Si demain, la principauté de Monaco devait payer tous les articles, toutes les émissions de télé qui passent après le festival et pendant toute la durée de l'année, avec en archive le festival de télévision, ça coûterait beaucoup d'argent. Votre truc à vous, c'est de dire qu'il faut toujours changer. Non, il faut changer intelligemment. Voilà. Il faut changer intelligemment. Je dis plutôt qu'il n'y a rien de plus noble que le changement. D'accord. Dans le sens où, à mon sens, la continuité va vous mener à l'échec au bout d'un moment. Parce que ce n'est pas possible que... Dans le business où l'on travaille, les industries évoluent très vite. Sportel, l'industrie du sport business évolue très vite. L'industrie de la télévision évolue très vite. Les plateformes, regardez l'arrivée des plateformes, comment ça a bouleversé la façon de consommer les séries. Vous avez de plus en plus de gros studios qui lancent leurs plateformes digitales, donc c'est quand même des raisons. Donc on ne peut pas rester, nous, sur la même façon de travailler
d'il y a 5 ans. C'est pas possible. Et les plateformes sont arrivées, on fait un pari fou, on mis 1 milliard sur la table en disant on produit du contenu, ça marchera. Et ça a marché. Et ça a marché. Netflix en est le meilleur exemple, Amazon Prime en est un très bon exemple. Et tous les studios aujourd'hui lancent leur propre plateforme, Disney+. Donc ça démontre très clairement que, à mon sens, l'avenir est plus sur les plateformes digitales que sur les chaînes de télévision traditionnelles. Pourquoi on laisse que les Américains faire ça? Pourquoi à Monaco, on ne lancerait pas notre plateforme? On pourrait. Après, il y a une question de contenu. Il faut avoir beaucoup là. Netflix produit, diffuse, réalise, puisqu'il y a un grand nombre de séries qui sont produites par Netflix. Une bibliothèque comme Netflix, ça coûte des milliards. Ça, c'est un autre niveau. Puis une ville n'a pas vocation, à mon sens, à lancer une plateforme digitale. C'est pas de cette ampleur, bien entendu, de cette ampleur. C'est pas l'objectif d'une ville. Je le crois pas. Par contre, voilà, toutes ces plateformes digitales, je pense, ont bouleversé, je pourrais dire, l'industrie de l'audiovisuel, notamment au niveau des fans, du consommateur, mais également au niveau des acteurs et des professionnels. Je disais tout à l'heure, vous aimez les sports individuels. Mais vous êtes quand même, professionnellement, dans le boulot, vous êtes Sportco quand même. Hein. Vous êtes un collectif et vous êtes un sacré manager. Vous avez combien de personnes qui travaillent pour vous chez 40 employés. 40 Et là, c'est quoi? Comment vous les menez là? Non, je pense ce qu'ils sont surtout contents, en partie, c'est parce qu'ils savent que je vais les soutenir. C'est-à-dire, comme je dis à mes cadres, il y a rien de... Ce qui est très important quand on dirige, c'est de prendre ses responsabilités et prendre des décisions. C'est-à-dire, on ne veut pas avoir un employé qui rentre dans votre bureau et qui ressort et qui dit « il ne m'a rien dit, je ne sais pas quoi faire ». Ça, ce n'est pas possible à Monaco Mediax. Je leur dis à mes cadres, voilà, vous prenez vos décisions, vos responsabilités. De toute façon, moi, si vous faites une erreur, je vous couvre. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est que vous ne preniez pas de décision. Si sur 10 décisions prises, vous faites 2, 3 erreurs, ce n'est pas grave. Par contre, vous aurez pris 7 fois la bonne décision. Et c'est comme ça qu'on avance. Si sur 10 décisions prises, ils font 7 erreurs? Dans ce cas-là, je leur dis... Ils auront pris des décisions. Ils auront pris des décisions, mais je leur dirais que là, c'est là que je vais peut-être être un peu plus... je vais leur dire, là, il faut quand même réfléchir différemment, c'est que tu fais fausse route. Mais jusqu'à maintenant, vu qu'il y a quand même une bonne circulation de l'information, quand il y a vraiment une décision importante, on m'informe, vu que je vais assumer. Et c'est tout à fait normal, c'est moi qui assume en cas d'erreur et d'échec. Il est normal qu'on me tienne au courant. Mais il est vrai que c'est un management de courage, comme je dis, de courage et de confiance. C'est-à-dire qu'on a managé avec courage et avoir confiance envers ses équipes. On n'est pas là pour fliquer. On a mis en place des horaires, on peut pas dans l'événementiel, on a besoin des fois d'avoir des dépassements d'horaires parce qu'on travaille avec les États-Unis. On n'est pas là pour vérifier l'heure d'arrivée, l'heure de départ. Moi, ce que je veux, c'est que tous mes employés aient des objectifs, ils atteignent leurs objectifs, ils fassent le maximum pour atteindre ces objectifs. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on ait quelque chose à se reprocher et à regretter une fois que la manifestation est passée. L'exemple de Sportel, on sait que ça va être très compliqué. Je veux maintenir... Là, au mois d'octobre? Oui, je veux maintenir Sportel au mois d'octobre, parce que je crois que la situation va s'améliorer. Là, pour le coup, c'est un marché. C'est un marché. Ça veut dire qu'il y a le Sportel marché. Les producteurs, il y a les acheteurs, les chaînes de télévision, les producteurs se rencontrent. Les broadcasters, tout ça. Ces rencontres, c'est le plus gros marché de vente de programmes de contenu sportif. D'accord. Après, on a rajouté certaines technologies. Sur cette manifestation, on est conscient, depuis le retour de Miami, que ça va être très compliqué. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule ou pas? On a vu que les choses ont évolué. Je dis, aujourd'hui, je prends mes responsabilités. On travaille comme si on devait faire la manifestation au mois d'octobre. C'est fin octobre. Il y a de l'eau qui va passer sous les ponts. La situation peut s'améliorer et doit s'améliorer. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui de lâcher. Par contre, on ne pouvait pas prendre le format de Sportel 2019 et le poser en 2020. Ça aurait été une erreur, ça aurait été responsable de ma part. Donc pendant le confinement, avec les équipes de Sportel, on s'est tout remis en question. Le marketing, les ventes, la communication. On a changé complètement de stratégie. On a tout revu. La com est complètement différente. Le plan du hall d'exposition était complètement... on communique différemment, de façon beaucoup plus agressive. On communique sur le fait aussi que Monaco est un pays safe, parce que c'est la vérité. Tout le monde, par exemple, c'est important que de le faire savoir, tout le monde a été testé. Ça, c'est important. Ça, c'est un argument pour vous? On doit rassurer notre communauté. Je ne peux pas dire à ma communauté, le Covid est derrière nous, c'est fini, on n'en parle plus. Non. Je dois démontrer que je suis toujours attentif aux problèmes. Donc à Monaco, quand on décide d'un dépistage massif de toute la population, ce n'est pas juste
une bonne chose d'un point de vue santé publique, c'est aussi du marketing hors pair. Ben moi, je l'utilise comme ça, je trouve que c'est énorme. Moi, je pense que, très sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait un autre pays qui ait fait ça. Hein. Ben non. Je ne pense pas. Par contre, ce que je ne veux pas, voilà, c'est qu'on ne fasse rien. Je ne veux pas qu'on travaille à 70%. S'il y a une année où il faut travailler à 200%, à 1000%, c'est cette année. À même 70%, c'est pas possible. Ça vaut pas le coup. Mais cette année, on ne peut pas. On ne peut pas aujourd'hui se permettre... Mais vous êtes dans une logique de résultats ou de moyens? Alors... À partir du moment où vous dépendez de subventions publiques et vous êtes là surtout pour une question d'image. Alors là, c'est plutôt le festival. Non, là, parce que le Sportel, si c'est un événement rentable, vous devez... Alors, tout à fait. Alors moi, l'avantage du Sportel, de gagner de l'argent avec le Sportel, c'est que ça m'a permis de lancer les Sportel Awards comme une manifestation indépendante. Avant, c'était une soirée de remise des prix pendant le Sportel. Là, aujourd'hui, c'est un événement indépendant. Donc, ça coûte beaucoup plus d'argent. Et c'est grâce Ça peut en rapporter? Non, pareil, c'est une soirée de remise des prix, c'est un événement culturel, les Sportel Awards. C'est difficile de gagner de l'argent avec un événement culturel. En revanche, mon objectif, c'est de gagner de plus en plus d'argent, et ce qui est d'ailleurs le cas à ce jour, ce ne sera pas le cas cette année, bien entendu, avec les Sportel, le marché de Sportel. Ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle je fixe des objectifs réalisables. Alors, c'est vrai que cette année, c'est difficile de mettre des objectifs, parce que bon, on sait très bien que tout peut arriver encore. Comment vous gagnez l'argent, surtout la vente de stands? La vente de stands des participants. D'accord. Les passes. Ça, ce sont des prix publics ou pas? Un stand sur un Sportel? Non, c'est dans les 8 000 à 9 000 euros et un badge dans les 1 000 euros. D'accord. Et vous avez combien de participants? Quand on sait qu'il y a 2000 participants et qu'on a pratiquement... donc c'est 2 millions d'euros rien que pour les participants. Et puis il y a les stands. Non, Sportel est une manifestation qui a d'énormes retombées économiques pour la principauté de Monaco. Bon, en termes d'hôtels, de restauration, taxis, c'est important. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle aussi je voudrais vraiment qu'elle se déroule. Parce que je le répète, je travaille pour la principauté de Monaco. Donc si demain on arrive à faire cette manifestation, même à 50-60% de son format habituel, ça serait déjà une bonne chose pour la principauté de Monaco en termes de retombées, compte tenu du contexte actuel. Alors on a beaucoup parlé de votre boulot, mais vous êtes aussi patron de la fédération de boxe. Oui, je suis président de la fédération de monégasque. Oui, tout à fait. La fédération monégasque de boxe, c'est finalement assez récent, parce qu'avant, on dépendait de la fédération française, non? Oui, bien renseigné, oui. Avant que je prenne la présidence, la fédération monégasque de boxe, elle n'avait pas la même importance qu'aujourd'hui. Dans le sens où il n'y avait pas non plus la boxe n'avait pas la même place aussi aujourd'hui à Monaco. Aujourd'hui, il y a un club, l'ASM, qui fonctionne très bien, il y a des boxeurs, il y a un petit jeune Hugo qui prépare les Jeux Olympiques. Donc il y a quand même tout aussi pour développer la boxe en principauté de Monaco. Donc je ne dis pas que c'est plus facile, mais il y a quand même matière à. Et puis il y a la team. Oui, la team Monaco Box. La team Monaco Box, ouais. Ça c'est plutôt du management de sportifs. Ça c'est différent. Un peu leur plan de carrière. Oui, c'est différent. Ouais. Et là, ce ne sont pas des monégasques ou des jeunes de Monaco, mais ils sont brandés Monaco. Et vous avez quelques petits champions là. Oui, j'ai sélectionné 5 boxeurs, dont une fille. Ils sont tous aujourd'hui champions de France. Et ils ont tous et toutes des qualités pour réussir une belle carrière. Bon, là, tout a été un peu stoppé malheureusement avec le Covid. C'est très difficile aujourd'hui pour la boxe. Je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de boxeurs qui vont peut-être arrêter leur carrière. Parce qu'il y a un désengagement des télévisions. Les organisateurs ont perdu beaucoup de sponsors. Donc je pense que les prochains mois, les prochaines années, ça risque d'être très compliqué pour les boxeurs en France. À l'exception de ceux qui ont justement des gens comme Laurent Pion, la team Monaco Box derrière, parce que nous, on arrive à les aider alors qu'on concevoir un plan de carrière pour eux. Vous maintenez totalement vos investissements ou votre soutien? Oui, ça me coûte. La team Monaco Box me coûte de l'argent, perso. Mais je le fais vraiment avec plaisir, je le fais avec le cœur, parce que j'estime qu'aujourd'hui, si je peux permettre à 4-5 jeunes je ne dis pas de vivre de la boxe, parce que ce n'est pas possible, mais au lieu de faire des bêtises et de mal tourner, plutôt de se concentrer sur un sport qui est noble, je pense que je serais fier de moi là-dessus. Voilà. C'est pour ça que je veux continuer tant que cela est possible. Si vous en avez 4-5 qui évitent de faire le pont de singe sous le pont de Sainte-Dévote et d'aller se battre dans la rue, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Est-ce que vous avez des regrets? A priori, la question ne va pas de soi, parce que vous avez réussi tout ce que vous avez entrepris, mais est-ce que vous avez quand même quelques regrets? C'est des regrets, c'est basique, c'est du regret du style
À refaire, je serais plus gentil avec ma mère. Voilà, un exemple. À refaire, j'aimerais encore plus ma femme. D'accord. Voilà, ouais. Oui, après, j'ai 2-3 choses que j'ai faites que je regrette et que je ne peux pas dire. Voilà. Et je regrette de l'avoir fait. Merci beaucoup, Laurent Pionce, d'avoir été notre invité. C'était un plaisir. Vous avez répondu aux questions avec du punch. Moi, je m'en suis... Heureusement, j'en sors indemne. Est-ce que vous voulez bien nous faire Oui, avec plaisir. signer un petit autographe dans le livre d'or Avec plaisir. de la Vigie? Alors, un vrai professionnel de l'interview, il n'y a rien de plus noble que le changement.